Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Bienvenue dans cette série et très bonne année 2025, qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur et des légumes confits à l'ail et au citron. L'épisode que vous allez entendre aujourd'hui est un peu différent d'habitude. Il est extrait du Festival des idées Chaleur Humaine qui s'est tenu le 14 décembre 2024 au Théâtre de la Ville à Paris. Ce jour-là, j'y ai reçu 10 invités qui étaient déjà venus dans Chaleur Humaine et je leur ai d'abord parlé de ma passion pour la guerre des étoiles parce qu'en ce moment, j'ai souvent l'impression que le côté obscur de la force est en train de l'emporter contre la transition climatique. Du coup, j'ai demandé à chaque invité de nous donner une bonne idée pour 2025 pour démarrer du bon pied pour le climat et la biodiversité. Vous allez entendre maintenant l'une de ces idées et j'espère qu'elle pourra vous inspirer. On attaque le 8e épisode de cette série de 10 petits épisodes. Julia Faure est la fondatrice de la marque de vêtements Loom et elle est coprésidente du mouvement Impact France, un groupe d'entreprises qui veut réorienter l'économie. Dans cette conversation, elle défend une idée qui permettrait de réduire l'impact de la fast fashion tout en valorisant l'industrie textile en Europe. Bonne écoute! Comment on transforme notre système économique pour le rendre compatible avec les limites planétaires? Voilà, vous avez 3 heures. Non, c'est pas vrai. En fait, il nous reste que 30 minutes pour trouver une solution. Mais heureusement, avec nous, on a Julia Faure sous la main. Je l'avais invitée dans l'un des premiers épisodes de Chaleur Humaine. Et pour être tout à fait honnête, quand je l'ai invitée, j'étais pas complètement à l'aise. Parce que Julia Faure, elle est patronne d'une marque de vêtements. Et donc, je lui avais dit, mais en fait, j'aimerais bien vous inviter. Je trouve ça intéressant ce que vous dites, mais j'ai trop peur que vous fassiez de la pub pour votre truc. Et elle m'a répondu, comme ça, très naturellement, « Ah, mais moi, je m'en fiche, de toute façon, je pense qu'il faut arrêter d'acheter des fringues. » Dans cette conversation, j'ai appris un chiffre que je réutilise tout le temps. Chaque année, en France, on met sur le marché 2,5 milliards de vêtements. 2,5 milliards chaque année. Tout à l'heure, Julia Faure m'a dit que c'était maintenant plutôt 2,8 milliards, mais comme j'y crois toujours pas, je vais rester à 2,5. Une grande partie de ces vêtements ne sera portée qu'une seule fois. Et elle a même calculé, Julia Faure, qu'on achète plus de vêtements que de boîtes de ciseaux. Et pourtant, je peux vous dire que je fais beaucoup d'efforts pour inverser la tendance. Cette surproduction de vêtements, elle a un impact sur le climat. Il faut dire qu'ils sont fabriqués à l'autre bout du monde, là où les règles sociales et environnementales existent souvent presque pas. Et si on veut que ça change, ce qu'explique Julia Faure, c'est qu'il faut se battre avec les bonnes armes, avec les bons sabres laser en quelque sorte. Ce ne sont pas quelques acteurs éthiques qui vont réussir à changer le système de l'intérieur, même si avec toute leur bonne volonté. Parce que le système à l'intérieur, il est quand même un peu tout moisi, il ressemble un peu à la laine fétide de Jabba the Hutt. Ce qu'elle propose, Julia Faure, pour établir des règles du jeu équitables, c'est un système en fait assez simple. Un bonus-malus social sur les habits. En gros, on punit ce qui est produit dans des conditions mauvaises et on valorise ce qui est produit dans des bonnes conditions. Bonjour Julia Faure. Bonjour Nabil Wakim. Alors c'est quoi un malus sur les vêtements? En quoi ça consiste? Ça pourrait ressembler à quoi? Je pense qu'il faut d'abord clarifier quelque chose. La plupart des vêtements qu'on achète, ils sont pas très chers et ils sont pas très chers pour une raison simple, c'est que les personnes qui les fabriquent sont mal payées. Alors, elles sont mal payées par rapport à nous. Le salaire, par exemple, des ouvriers au Bangladesh, c'est 100 € par mois, mais elles sont mal payées également par rapport au niveau de vie de leur pays. Et c'est donc la différence entre le salaire minimum, combien sont payés les gens, et le salaire vital, combien devraient gagner les gens pour pouvoir vivre dignement. Et au Bangladesh, par exemple, le salaire vital, c'est 500 €. C'est-à-dire que les gens qui fabriquent nos vêtements travaillent à plein temps. C'est comme s'ils étaient à plein temps en France et qu'ils gagnaient 500 € par mois. Donc c'est ça la première chose qu'il faut comprendre, c'est que il nous est permis d'acheter des vêtements pas chers au prix de l'exploitation des gens qui les fabriquent. Donc ce que je propose, c'est de rétablir en fait une justice autour de ça et donc de pénaliser les vêtements qui sont issus de l'exploitation sociale avec un système de bonus-malus. Oui, ça d'accord, on voit bien que c'est probablement mieux pour les travailleuses et les travailleurs. Moi, je trouve ça très bien, mais c'est quoi le rapport avec la protection de la planète, le climat, la biodiversité?
Comme vous l'avez bien rappelé au début, le principal problème de l'industrie de la mode, le principal problème écologique, il est lié au volume de production. C'est-à-dire qu'on produit et on consomme trop de vêtements. C'est la consommation de vêtements, elle a été multipliée par 2 depuis les années 80. Et si vous regardez l'indice prix, en fait, le prix des vêtements par rapport au prix des autres objets a été divisé par 3. En fait, cette explosion de la consommation, elle a été permise parce que le prix des vêtements a drastiquement baissé. Et ce prix des vêtements a baissé parce qu'on a délocalisé dans des pays où c'est moins cher de fabriquer. Et si c'est moins cher de fabriquer là-bas, c'est juste parce que les gens ne sont pas payés dignement. Donc, il ne pourrait pas y avoir cette surconsommation textile si les gens étaient payés dignement dans les pays qui fabriquent nos vêtements. Donc, résoudre la question du salaire des personnes qui fabriquent nos vêtements, c'est aussi résoudre la question de la surproduction textile. Enfin, sauf que aujourd'hui, le système économique, il fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire, on importe massivement d'autres pays, y compris parce qu'aujourd'hui, c'est moins cher d'acheter ça. Donc, d'un point de vue de consommateur, les gens, ils ont pas très envie que leur pull, au lieu de coûter 10 €, il en coûte 150. C'est vrai. Et c'est effectivement tout l'argumentaire du lobby de la fast fashion, Nabil Wakim. Donc, je me demande pour qui vous relais exactement. C'est beau le monde, hein. C'est vrai que pour le consommateur, c'est moins cher d'acheter un t-shirt à 4 €. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'un individu, c'est un consommateur, mais c'est pas qu'un consommateur, c'est aussi un citoyen. Et à chaque fois que nous, en tant que consommateurs, on achète quelque chose de pas cher, on a l'impression de faire une bonne affaire, mais on le perd en tant que citoyen. Et je vais développer tout ça, puisque je vais créer chez vous une curiosité qui dit quoi? Bon, voilà. Donc globalement, quand on achète des trucs pas chers, on s'appauvrit. La première chose, c'est parce que pour que les vêtements soient pas chers, c'est ce qu'on a vu, il faut qu'ils soient produits beaucoup plus loin, à l'autre bout du monde, parce que en France, on n'a pas le droit de faire bosser des gens 35 heures pour 500 € par mois. Donc la première chose que ça crée, c'est du chômage. Le chômage lié aux délocalisations, c'est-à-dire à la perte de notre industrie, c'est massif. Depuis les années 80-90, on a perdu plus d'1 million d'emplois. Ça, c'est les emplois directs. Ensuite, il y a tous les emplois indirects. Si l'usine du village ferme, c'est aussi tous les commerces, le bureau de poste, la banque qui ferme. Donc, les emplois indirects, c'est aussi quelque chose de massif, mais qu'on a beaucoup moins évalué. La deuxième chose que créent ces vêtements pas chers, la consommation de ces vêtements pas chers, c'est du déficit commercial. Le déficit commercial, jusqu'à ce que vous vous y intéressiez, vous ne comprenez pas, c'est difficile de comprendre son importance. Mais globalement, un pays qui a un déficit commercial, ça veut dire qu'il achète plus de choses qu'il n'en exporte, qu'il n'en vend. Ça veut dire que la France a un déficit commercial extrêmement important. Ça veut dire que tous les ans, il y a de l'argent qui part de France et qui ne revient pas. Ça veut dire que notre pays s'appauvrit. Donc quand notre pays s'appauvrit, ça veut dire qu'on a moins d'argent pour financer les écoles. Je vais dire le salaire de Nabil Wakim, mais il est pas du tout fonctionnaire. Donc, Rien à voir. Rien à voir. Et enfin, la dernière chose que nous coûtent les produits pas chers, c'est qu'ils coûtent extrêmement cher en dépenses de l'État. Déjà parce que ce coût du chômage, il y a un coût pour nous. Toutes ces entreprises qui sont parties, c'est aussi des cotisations sociales, des impôts qui ont disparu en même temps. Et puis il y a cette autre chose, c'est-à-dire que quand on fait rentrer sur notre pays des produits à bas prix, on met en concurrence les salaires de là-bas avec nos salaires d'ici. Et du coup, l'État dépense énormément d'argent pour compenser cette compétitivité. C'est la prime d'activité, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, ou alors c'est les exonérations de charges sociales sur les bas salaires. On en parle pas mal en ce moment. Rien que ces exonérations sociales, c'est 3% du PIB. Donc quand on dit ça coûte, les pauvres ne peuvent pas se permettre d'acheter des pulls à 150 €, ce qu'on ne dit pas, c'est que ce que ça coûte à la France et en général à notre pays, et en général aux individus d'acheter des choses pas chères, c'est énorme. C'est juste qu'on ne le voit pas directement en tant que consommateur. Parce qu'il faut avoir quelque chose en tête. Quand l'État a moins d'argent, c'est le service public qui recule. Et le service public qui recule, c'est une catastrophe pour les personnes les plus pauvres. Parce que moi, j'ai un petit peu d'argent, donc si on commence à dérembourser des médicaments, je vais les payer. Mais si vous êtes ric-rac à la fin du mois, ça veut dire que vous vous soignez plus. Ça veut dire que votre gamin, vous le mettez plus à l'école, ça veut dire etc., etc. Donc en réalité, ce low cost a un coût énorme pour la France et c'est contre-intuitif. Il crée de la pauvreté et les seules personnes qui l'enrichissent, c'est les patrons de chaînes low cost. Oui, mais alors, si on revient à cette idée de bonus-malus sur l'industrie textile, comment ça s'inscrit là-dedans? C'est-à-dire, imaginons que ça existe dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Comment, en fait, le fait d'avoir un bonus-malus, en fait, ça infléchirait, ça réduirait le low cost et ça changerait, en fait, cet équilibre économique-là?
Par exemple, un t-shirt à 3 euros, si les gens qui fabriquent ce t-shirt étaient payés au salaire vital et non pas au salaire minimum, il coûterait 2 euros de plus. Eh ben, on met un malus de 2 euros sur ce t-shirt, et ce malus, on le réinvestit en bonus pour les vêtements qui sont produits dans des pays qui peinent dignement les gens. Et donc globalement, ce qu'on aurait, c'est que les vêtements qui sont mal produits coûteraient plus cher, et les vêtements qui sont bien produits coûteraient moins cher. Ce que ça veut dire, c'est que déjà il pourrait y avoir des marques du Made in France et tout qui se développeraient mieux et tout, mais ça veut dire aussi que les marques auraient moins intérêt à aller produire dans les pays qui sont moins disants, socialement, écologiquement, mais surtout ça pourrait permettre le développement des salaires dans les pays producteurs. Parce que pourquoi au Bangladesh le salaire n'a pas évolué depuis 10 ans? Parce que les marques, les Nike, les Leclerc, les Kiabi, quand elles vont voir les usines au Bangladesh, elles disent je veux payer 1,50 € pour le vêtement. Et jamais je ne paierai 1 centime de plus. Et si je dois payer 1 centime de plus, je pars du Bangladesh. Je vais aller produire en Éthiopie. En fait, c'est ce chantage des marques qui fait que ces pays ne peuvent pas profiter du développement économique qu'on leur a promis. En mettant un bonus-malus qui fait que les marques n'auront plus intérêt à faire ce chantage, on permettra aussi le développement économique de ces pays et de faire en sorte que les personnes qui produisent nos vêtements là-bas puissent enfin en vivre dignement. Mais il y a aussi là-dedans l'idée qu'il faut pas le faire simplement au niveau français, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi une échelle un peu plus supranationale, peut-être au niveau européen, pour essayer d'équilibrer ce jeu économique mondial, non ? Oui, c'est en fait il y a quand même quelque chose qui est commun à la France et l'Europe, c'est que l'Europe aussi a un très fort déficit commercial. Et pour une raison simple, c'est que c'est plus cher de fabriquer en Europe que là-bas, qu'à l'autre bout du monde, parce que ici les gens sont bien payés globalement. Et la nature est bien protégée, un peu plus qu'en Asie, etc. Donc, si on veut remettre de la compétitivité, si on veut que l'Europe soit à nouveau compétitive, il faut que le fait qu'on soit mieux disant socialement et écologiquement, ça soit un avantage. Pour l'instant, ça n'en est pas, parce que finalement, celui qui gagne le marché, quel que soit le secteur, c'est celui qui arrive à produire le moins cher. Or, nous, en France, on n'arrivera jamais à produire les moins chers, à moins de baisser notre salaire au niveau du Bangladesh et à moins de faire sauter toutes nos normes environnementales. Donc, au lieu de jouer le jeu actuel du plus bas prix, ce qu'on doit faire, c'est mettre des conditions à l'entrée sur notre marché. Si vous voulez vendre sur le marché européen, alors les conditions de production sociale et environnementale des objets doivent être au moins aussi bonnes que les nôtres. Et c'est un peu ce que demandent les agriculteurs avec la question du Mercosur. Ok, faites rentrer des produits qui viennent d'Amérique du Sud chez nous, mais assurons-nous que les normes écologiques sont les mêmes que les nôtres et que les gens sont payés le même salaire que nous. Et à ce moment-là, on verra bien qu'il y a une absurdité totale à essayer de faire venir des choses de l'autre bout du monde, parce que la seule raison pour laquelle on va faire venir des fruits, des légumes, de la viande d'Amérique du Sud, c'est parce que ça va être moins cher, parce que les gens sont moins bien payés que chez nous. Et alors, admettons qu'on veuille avancer sur le bonus-malus textile pour 2025, rendre ça un peu plus concret. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, Nabil. Non, mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà un bonus-malus qui est en train d'être mis en place dans le textile. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a une loi qui est passée au premier trimestre 2024, qui était la loi de la régulation de la fast fashion, et qui dit deux choses: interdiction de la publicité pour l'ultra fast fashion, et bonus-malus indexé sur l'affichage environnemental. Donc ça, c'est vraiment une super loi. Parce que globalement, l'affichage environnemental et l'affichage social, il va y avoir quand même des gros ponts, quoi. C'est une super loi qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée, qui, selon toutes les ONG, est vraiment super, qui, selon la plupart des lobbies, est pas top. Donc, c'est vrai, ça veut dire que c'est vraiment une loi super. Le problème, c'est que là, elle est bloquée au Sénat. L'activité des lobbyistes est extrêmement forte, soit pour empêcher cette loi de passer, soit pour truster, en fait, le mécanique de calcul de l'affichage environnemental. Mais en vrai, il y a vraiment moyen que cette loi passe, et en fait, on pourrait avoir une loi similaire qui s'appuie non plus sur l'impact environnemental, mais sur l'impact social. Donc imaginez, on a une loi fast fashion sur l'impact environnemental. Ça enchaîne avec une loi fast fashion sur l'impact social. Du coup, les autres secteurs, ils vont dire, attendez, nous aussi on veut une loi, agriculture ou alimentation sur l'impact social et environnemental. Et sur la même chose sur les meubles, etc. Donc on pourrait commencer à avoir quelque chose qui se répand sur les autres secteurs. Et il pourrait y avoir un pays juste à côté d'une autre qui souffre également de déficit commercial, d'arrivée en masse de produits à bas prix sur son territoire, et qui disent on va faire la même loi que la France, ou voire on va la faire au niveau européen. Sur la loi fast fashion, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Tous les pays sont en train de se dire quoi ? La France, elle a fait ça ? Mais wesh, nous aussi, on veut se protéger de l'arrivée de l'invasion de Chine et Temu chez nous.
Donc, il y a quand même un fort potentiel d'effet domino si on passe la première étape de pouvoir passer les suivantes. Pour ça, il faut un peu de courage politique et un peu de résistance au lobby. Et concrètement, si nous, on veut y contribuer, faire quelque chose dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut appeler Gérard Larcher. Vous pensiez pas... Vous pensiez pas venir au Théâtre de la Ville et entendre le nom et le prénom du président du Sénat, mais voilà, ça c'est fait. C'est un Gérard qui compte beaucoup pour nous en ce moment, car c'est le président du Sénat. Et le président du Sénat, il a le pouvoir de mettre cette loi à l'agenda et de faire qu'elle passe rapidement. Et il a aussi le pouvoir d'un petit peu regarder que les rapporteurs ou les sénateurs qui vont être impliqués dans le vote de cette loi ne se fassent pas trop manger la tête par les lobbies. Donc ce qu'il faut, c'est que cette loi fast fashion, elle remonte en haut de la to-do list de Gérard Larcher, numéro 1, pour qu'il la fasse passer rapidement, et 2, qu'il se fasse pas manger la tête par les lobbies et qu'il la vide pas de sa substance. Merci Julia Faure d'être revenue dans Chaleur Humaine. Ce que je retiens du propos de Julia Faure, c'est qu'elle propose une manière de combiner la question sociale et la question climatique. Au fond, ce qu'elle dit, et c'est intéressant que ça vienne de la part d'une dirigeante d'entreprise, c'est qu'il nous faut plus de normes et plus de règles. Ça m'a fait réfléchir parce que souvent, on estime que mettre trop de règles aux entreprises en France, c'est les condamner dans la compétition internationale. Julia Faure, elle défend exactement l'inverse. Ces règles peuvent protéger les emplois et l'environnement, mais aussi certains secteurs économiques, parce que ça peut les protéger d'une concurrence qui sera de toute façon toujours déloyale. Sa bonne résolution, vous l'avez entendu, c'est d'écrire au président du Sénat, Gérard Larcher, pour lui signifier que c'est important de réglementer sur la fast fashion. Merci d'avoir écouté cet épisode extrait du Festival des idées Chaleur Humaine qui s'est tenu en décembre à Paris au Théâtre de la Ville. Et bravo d'être resté jusque-là. Pour réagir à cette idée et à toutes les autres, une seule adresse, chaleurhumaine@lemonde.fr. Et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer votre recette du plat qui dure toute la semaine et qui sauve les soirs d'hiver quand le jour tombe trop tôt. Demain, avant-dernier extrait du Festival des idées avec la spécialiste de l'industrie, Anaïs Voigilis. À demain!